faire pour atténuer la confrontation entre Xi Jinping et l'Occident? Cette question est plus d'actualité que jamais. Après des décennies de croissance effrénée, de développement de ses capacités militaires, de renforcement de son industrie et de modernisation de sa tech, la Chine d'aujourd'hui est aux antipodes de ce qu'elle était à l'issue de la guerre civile ou à la fin de la période Mao. À présent, le Parti communiste chinois a une seule obsession, prendre sa revanche sur les anciennes puissances coloniales et le Banyan Guoche, le siècle de l'humiliation. Faire de la Chine la première puissance mondiale, ce qui reviendrait à détrôner les États-Unis, à mettre fin à la domination occidentale et à l'élévation de Beijing au rang de capitale mondiale. C'est avec cet objectif en tête que le PCC investit la scène politique, économique, militaire et même culturelle. Sauf que la Chine est gouvernée par un régime autoritaire avec une politique étrangère toujours plus agressive. On t'en parle dans cette vidéo. L'épisode du ballon chinois qui avait survolé les États-Unis illustre le risque d'escalade. Ce ballon avait été découvert alors qu'il survolait une installation de missiles balistiques nucléaires dans le Montana. Mais le pire, c'est qu'il était équipé d'antennes et de capteurs pour recueillir des renseignements et pour intercepter des télécommunications. Même que le département d'État des US a confirmé le lien direct entre le fabricant du ballon et l'armée chinoise. Des antennes embarquées sur les ballons chinois, d'autres équipements pour la collecte des renseignements selon les États-Unis. Les États-Unis se préparent à prendre des mesures contre les entités liées au programme chinois des ballons de surveillance, selon un responsable. Un Lockheed Martin F-22 Raptor a fini par neutraliser la menace, mais paraît qu'il y a d'autres ballons en l'air au-dessus du sol états-unien ou ailleurs dans le monde. D'un point de vue diplomatique, c'est une cata. Pékin confirme que les ballons repérés au-dessus de l'Amérique latine est d'origine chinoise. Un autre ballon stratosphérique qui survolait le territoire états-unien depuis plusieurs jours a été détruit par l'armée samedi. Mais l'activité chinoise d'espionnage va bien au-delà. Comment la Chine espionne le monde depuis la banlieue parisienne? Aux portes de Paris, dans une annexe de l'ambassade de Chine, l'Obs a découvert un centre secret d'écoute satellitaire qui espionnerait des communications entre l'Europe, l'Afrique et les Moyen-Orient. LinkedIn, DGSE, offre faramineuse. Comment la Chine nous espionne? Vol d'informations industrielles, retournement d'agents de la DGSE. Le renseignement chinois s'active pour percer les secrets français les plus sensibles. En plus, le sentiment d'impunité est tel qu'ils sont même allés jusqu'à ouvrir des commissariats clandestins à l'étranger pour fliquer la diaspora et y traquer d'éventuels dissidents. Bon, évidemment, les autorités chinoises parlent de criminels violents et dangereux. En Europe, des postes de police chinois clandestins pour traquer les criminels. Selon le dernier rapport de l'ONG espagnole Safeguard Defenders, Pékin a établi 110 postes de police clandestins dans plusieurs pays européens et au Canada. Leur but, forcer des présumés criminels chinois de la diaspora à se livrer à la justice en Chine. Des méthodes de voyous. Normalement, les ambassades et les antennes consulaires font tout pour sécuriser leurs enceintes et éviter l'intrusion d'éléments indésirables. Mais à Manchester, voilà ce qu'a fait le personnel du consulat chinois, donc sous immunité diplomatique, au calme. Un militant pro-démocratie hongkongais roué des coups devant le consulat de Chine à Manchester. Un homme manifestant dimanche devant la représentation chinoise dans la ville du nord de l'Angleterre a été battu et blessé par un groupe d'hommes sortis du consulat, provoquant des vives réactions au Royaume-Uni. Alors d'accord, c'est peut-être un incident isolé, mais ouais, la Chine s'est un peu laissée aller ces dernières années. Mais ça serait une erreur de croire que c'est du laxisme. C'est un élément intégral de la politique extérieure toujours plus agressive de la Chine. À tel point qu'en 2014, les cyberattaques d'origine chinoise étaient si fréquentes que le directeur du FBI, James Comey, en avait plaisanté. Il existe deux types de grandes entreprises aux États-Unis, celles qui ont été piratées par les Chinois et celles qui ne savent pas qu'elles ont été piratées par les Chinois. Les cyberespions chinois volent des plans, des dessins industriels et toutes sortes d'informations confidentielles, qu'elles appartiennent à des sociétés privées ou aux autorités fédérales. Elles ont même réussi à mettre la main sur des documents classés secret défense concernant la conception des Lockheed Martin F-35. La Maison Blanche et le Pentagone prennent cette menace très au sérieux. D'ailleurs, c'est suite à cet incident précis que Washington avait déclaré une fatwa contre Huawei. Le gouvernement avait exigé son exclusion des marchés publics occidentaux de la 5G et il avait interdit tout transfert technologique à l'entreprise chinoise. Mais aujourd'hui, le clash entre la Chine, les États-Unis et les démocraties
diplomatie occidentale va bien au-delà du simple espionnage. La Chine contribue à la guerre entre la Russie et l'Ukraine en fournissant une aide militaire et en violant les sanctions selon des rapports. La Chine fournit une aide militaire à la Russie en violation des sanctions imposées par les pays occidentaux, selon des données commerciales russes rapportées par le Wall Street Journal. La Chine a carrément décidé d'ignorer les sanctions internationales en fournissant du matériel à la Russie. Pour l'instant, il s'agit d'équipements non létals. Par exemple, des équipements de navigation pour leurs hélicoptères M-17, du matos de brouillage de communication et des pièces pour les Sukhoi 35. Tout ça en petite quantité bien sûr parce que c'est juste de la provoque. Si elle voulait vraiment aider la Russie, elle pourrait lui livrer beaucoup plus d'armes, à commencer par des munitions d'artillerie et des drones. Mais elle ne le fait pas pour l'instant pour éviter un affrontement direct avec l'Occident. À la place, elle envoie du matériel, mais pas de l'armement, ce qui lui permet de soutenir Moscou, de prendre ses distances avec Washington, l'Union Européenne et les autres alliés de l'Ukraine. Le subterfuge, c'est que le matos qu'elle envoie peut être utilisé à la fois à des fins civiles et militaires. C'est suffisant pour aider la Russie, mais surtout, ça met la pression sur l'Occident parce que le message, c'est que Beijing pourrait changer d'avis du jour au lendemain et monter d'un cran son aide militaire à la Russie. Bref, c'est de la provoque. La Chine est-elle sur le point de livrer des armes à la Russie? Des informations obtenues par les services des renseignements états-uniens ainsi que par les sites d'information allemands Der Spiegel indiquent que la Chine s'apprêterait à fournir des drones kamikazes à la Russie d'ici avril. Vous voulez d'autres exemples de pays qui aident militairement la Russie, l'Iran et la Corée du Nord? Des pays admirés pour leur régime démocratique, la liberté de la presse et leur conception très particulière des droits de l'homme. Et c'est loin d'être fini. La reprise en main de Hong Kong par le Parti communiste chinois et les menaces incessantes contre Taïwan préoccupent l'Occident, tant la sphère politique que les acteurs économiques internationaux. Surtout qu'au-delà des alliances politico-militaires et de l'alignement idéologique, le cas taïwanais pose de réels problèmes de sécurité nationale pour le Japon, la Corée du Sud, les États-Unis et l'Union Européenne. On pense à l'expansionnisme chinois en mer de Chine méridionale et surtout à l'invasion de Taïwan et donc au blocage des chaînes d'approvisionnement mondiales en semi-conducteurs. On t'en parle dans cette vidéo. L'état-major états-unien nous a mis en garde contre la potentielle imminence d'une invasion de l'île. De fait, les hostilités ont déjà commencé avec des manœuvres d'intimidation de l'armée populaire de libération, l'armée chinoise, et des incursions régulières et illégales dans l'espace aérien taïwanais. Ballons espions, cyberattaques, soutien à l'effort de guerre de la Russie, reprise en main de Hong Kong, menaces contre Taïwan et à présent même contre des membres de l'Union Européenne, à savoir la petite Lituanie. La politique étrangère de Xi Jinping est de plus en plus hostile envers l'Occident. On t'en parlait déjà dans la vidéo sur la diplomatie des loups guerriers, une vidéo qui est toujours d'actualité aujourd'hui. Alors comment contrer cet expansionnisme? Comment les US et ses alliés pourraient répondre à une implication plus directe de la Chine dans le conflit russo-ukrainien? Est-ce que des simples sanctions commerciales pourraient suffire à désamorcer les ambitions impériales de Xi Jinping? La coercition économique. Déjà, est-ce que les sanctions économiques sont vraiment efficaces? Parce que c'est un débat qui dure depuis plus de 2500 ans. D'ailleurs, la première salve de sanctions économiques dont on a retrouvé la trace, c'est le décret de Mégare en 432 avant Jésus-Christ. Avec ce décret, Athènes impose un embargo commercial à la ville de Mégare et interdit aux marchands mégariens l'accès aux ports athéniens. Ce fut l'un des éléments déclencheurs de la guerre du Péloponnèse. Plus récemment et plus proche de nous, la Grande-Bretagne a imposé un blocus maritime à la France, mais Napoléon ne tomba qu'au bout de 15 ans. Puis, en 1935, la Société des Nations a sanctionné l'Italie pour l'invasion de l'Abyssinie qui correspond à l'Éthiopie d'aujourd'hui. Quelques années plus tard, les US font pareil avec l'Empire du Japon et l'Allemagne du Troisième Reich. Mais c'est surtout au lendemain des attaques du 11 septembre 2001 que les sanctions deviennent une véritable arme de coercition économique et donc de la politique extérieure états-unienne. Au final, la communauté internationale a eu recours aux sanctions économiques dans des cas très variés comme celui de l'apartheid sud-africain, le régime des ayatollahs en Iran, la Corée du Nord de Kim Jong-un, la Libye de Kadhafi et même des organisations non étatiques comme le cartel de Cali ou l'organisation État islamique. Dans ce graphique, on voit clairement comment au fil des années, les sanctions économiques sont utilisées de plus en plus fréquemment. Bien sûr, les États-Unis profitent de leur influence et de la puissance du dollar pour mener le tempo. Dans cet autre graphe, on a les sanctions des US contre des États, des entreprises et des individus dans le monde. La tendance à la hausse est très claire et si l'on prenait en compte 2022, on pourrait presque croire à une croissance exponentielle. Parce qu'évidemment, la dernière vague massive de sanctions, c'est celle imposée à la Russie suite à l'invasion de l'Ukraine. Alors, est-ce que ces sanctions fonctionnent? Bah, ça dépend en fait. Il y a pas longtemps, on t'avait parlé de l'impact assez conséquent des sanctions occidentales sur l'économie russe. Même si l'économie russe ne s'est pas écroulée, elle est sérieusement fragilisée. En fait, ces dernières années, pour éviter des répercussions majeures sur l'économie mondiale, une sorte d'effet domino, les sanctions
sanctions ciblent des domaines très spécifiques, des frappes chirurgicales en fait. Dans le cas de la Russie, on vise son système financier, ses recettes publiques, ses investissements à l'étranger et ses industries technologiques et militaires. Le but est de causer le plus de dégâts possible à court et à moyen terme, mais il y a un équilibre à respecter. Sinon, on risque l'effet boule de neige avec par exemple l'envolée des prix mondiaux de l'énergie. C'est pour ça qu'on a fixé un plafonnement des prix d'achat du pétrole russe plutôt que d'interdire catégoriquement tout achat à la Russie. Mais comparé aux sanctions prises contre la Russie, la Corée du Nord ou l'Iran, quand on parle de celles potentiellement prises contre la Chine, c'est du très sérieux. Parce que déjà, la question, c'est de savoir si la Chine peut être sanctionnée. Et si c'est le cas, alors est-ce que ça servirait à quelque chose? On regarde ça de plus près. La Chine peut-elle être sanctionnée? Les relations sino-états-uniennes n'avaient jamais été aussi tendues depuis 1972 et la visite de Nixon en Chine. C'est paradoxal vu la tendance commerciale actuelle entre les deux pays. Le commerce sino-états-unien a été un record en 2022 malgré les tensions. On parle d'échanges commerciaux estimés à plus de 690 milliards de dollars. Et c'est justement parce que les relations économiques sino-états-uniennes sont si importantes qu'on se demande si les États-Unis oseront imposer des sanctions réellement efficaces à la Chine, surtout qu'elle aussi a la possibilité de riposter. La guerre commerciale qu'a initiée Trump lors de son entrée en fonction en 2017 est la première étape de cette nouvelle ère entre les deux puissances rivales. Au départ, elle ne concerne que les importations d'acier et d'aluminium. Mais aujourd'hui, la tech est le principal domaine visé par ces sanctions. En 2021, Biden emboîte le pas à Donald Trump. À l'occasion d'un discours majeur, le conseiller à la sécurité nationale de Biden, Jake Sullivan, a annoncé une réorientation stratégique concernant la Chine. Alors pardon pour la langue de bois, mais la diplomatie de haut niveau, c'est un peu tout le temps comme ça. On passe d'un statu quo avec un avantage relatif en faveur des États-Unis à une priorisation absolue de la question chinoise et un creusement maximal de l'écart comparatif entre les deux nations. Bon, je vous laisse Jake Sullivan vous le dire, il le fera mieux que moi. En matière de contrôle des exportations, nous ne pouvons pas, pour certaines technologies clés, nous limiter au seul objectif de maintien des avantages relatifs sur nos concurrents. Nous avons longtemps adopté une approche par échelle glissante qui considère que nous devons garder quelques générations d'avance. Discours de Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale. Traduction du grand continent. La stratégie des États-Unis en matière de sécurité nationale ne se limite donc plus seulement à maintenir l'avantage sur la Chine, mais à creuser l'écart, notamment sur le plan technologique. Ce qui explique des articles de ce genre-là. 7 octobre 2022, l'administration Biden restreint l'accès à la Chine aux puces de haute technologie. La Maison-Blanche a émis des restrictions radicales sur la vente des semi-conducteurs et d'équipements de fabrication de puces à l'encontre de la Chine, une tentative de restreindre l'accès du pays aux technologies critiques. 9 octobre 2022, les États-Unis tentent de réduire les investissements dans le tech en Chine. L'administration Biden prépare de nouvelles règles qui empêcheraient le dollar US d'affluer vers la Chine. Des mesures qui sont progressivement renforcées à mesure que le temps passe. 7 février 2023. Dans la guerre des puces, les États-Unis maintiennent la pression sur la Chine. Le gouvernement états-unien aurait réussi à convaincre les Pays-Bas et le Japon de restreindre les ventes d'équipements destinés à la production de semi-conducteurs de pointe à la Chine, un obstacle majeur pour l'accès à des puces électroniques avancées. Les USA, le Japon et les Pays-Bas sont les 3 pays qui dominent actuellement le classement des équipements de production des puces de haute technologie. Donc déjà, une première vague de sanctions. Les États-Unis s'opposent à la vente à la Chine de semi-conducteurs et de machines qui permettent d'en produire. Et c'est crucial pour la suite. Les puces du fondeur SMIC, le premier fabricant chinois, sont loin derrière les ténors du marché. SMIC fabrique principalement des puces de 14 nanomètres et a récemment annoncé qu'il fabriquerait des puces de 7 nanomètres en petite quantité. La taïwanaise TSMC et la sud-coréenne Samsung fabriquent déjà plein de puces de 5 et 3 nanomètres. Une puce de 5 nanomètres est environ 3 fois plus rapide qu'une puce de 14 nanomètres chinoise. Et pour que la Chine se mette au niveau, elle a besoin des machines adaptées comme les Extreme Ultraviolet Lithography Machines fabriquées par la société néerlandaise ASML, l'entreprise la plus avancée au monde dans ce domaine. Sauf que maintenant, la Chine n'a plus accès à cette technologie, ce qui pourrait engendrer plus de 10 ans de retard sur la stratégie de développement. Sauf que maintenant, la Chine n'a plus accès à cette technologie du fait des sanctions, ce qui pourrait engendrer plus de 10 ans de retard sur sa stratégie de développement. Ces sanctions sont donc déjà en place. Mais si Xi Jinping décide de continuer sur sa lancée, alors est-ce qu'on pourrait faire quelque chose pour l'en dissuader concrètement? Déjà, quels sont les objectifs de Biden?
À l'écran, les différents types de sanctions applicables. Celles qui auraient le plus d'impact sur la Chine sont les sanctions financières et les contrôles à l'exportation, typiquement les micropuces. Et côté sanctions financières, les US ont la possibilité de geler les plus de 3000 milliards de dollars de réserves chinoises rien qu'aux States, comme ils l'ont fait avec la Russie. Et encore plus si le reste de l'Occident adopte le même arsenal de sanctions. Selon les données du Centre d'études stratégiques et internationales, ça représente environ 3600 milliards de dollars d'investissement direct et 2200 milliards de dollars d'actions, d'obligations et de produits similaires. À moyen terme, par contre, ça pourrait être une très mauvaise idée. Déjà parce que la Chine pourrait faire pareil avec les avoirs occidentaux sur son territoire. Ensuite, parce que ça enverrait un signal très négatif sur la sécurité juridique et le milieu des affaires aux États-Unis. Et finalement, parce que l'immense majorité des avoirs chinois aux États-Unis, ce sont pas des participations aux capitaux des entreprises, mais des bons du trésor états-unien. Donc si Washington gèle les avoirs chinois, c'est-à-dire ses propres bons du trésor, dans les faits, ils annulent unilatéralement une partie de leur propre dette extérieure, ce qui foutrait en l'air le système financier international. Il y a une différence fondamentale entre geler les avoirs de la Russie et des oligarques russes aux États-Unis, c'est-à-dire des comptes bancaires bien fournis, des biens immobiliers, etc., et les avoirs de l'État chinois sous forme de bons du trésor. La Chine n'a pas trop à craindre de ce côté-là. Les USA ont probablement beaucoup trop à perdre. En même temps, si on en arrive là, c'est que c'est déjà le début de la Troisième Guerre mondiale, donc quelle importance de se projeter sur le long terme. Il n'y en a pas. Un autre type de sanctions financières qui permettrait de juguler la Chine, ce serait de l'exclure du système bancaire international. Mais le commerce international coulerait irrémédiablement. Même des restrictions mineures comme l'exclusion du réseau interbancaire SWIFT auraient un impact énorme, pas seulement pour la Chine, mais aussi pour l'Occident, dont l'approvisionnement de plein de biens de consommation made in China serait immédiatement interrompu. Les pénuries seraient généralisées quel que soit le secteur d'activité. Ce serait le prélude d'une énorme crise économique avec des dizaines de milliers de faillites, notamment de très grandes entreprises. Même si la tendance a ralenti ces dernières années, la Chine reste l'usine du monde. À elle seule, elle produit plus que les États-Unis et l'Europe combinés. Donc cette configuration n'est pas non plus idéale. Ça nous mène à l'option des sanctions commerciales avec la mise en place de barrières douanières et de restrictions à l'importation. Sauf que les taxes sont pas forcément très efficaces et que c'est souvent les consommateurs finaux occidentaux qui finissent par en payer le prix. La Fed de New York estime que les taxes mises en place par l'administration Trump a entraîné un surcoût de produits importés qui coûte en moyenne 830 $ par an à chaque ménage états-unien. Il reste donc deux mesures possibles, beaucoup plus ciblées et graduelles. La première, c'est la diminution de la dépendance à la Chine dans les chaînes de production internationales. Mais c'est un processus complexe et très lent. L'autre solution, c'est de restreindre l'accès de la Chine à certains produits d'importation. Sauf qu'il faut être très sélectif pour pas stopper d'un coup l'ensemble des usines chinoises et pour éviter une aggravation du conflit. Faut pas oublier que la Chine est une puissance nucléaire et qu'elle met un point d'honneur à le rappeler à tout va. La Chine envisage de tripler son stock d'ogives nucléaires à 900 d'ici 2035, car les tensions avec les États-Unis devraient encore s'intensifier au sujet de Taïwan. Et puis, bloquer leur approvisionnement en pétrole n'aurait pas trop de sens puisque ça ralentirait la production chinoise et donc, on y revient, ça finirait par ralentir l'approvisionnement mondial. En fin de compte, c'est l'Occident qui en pâtirait. Et puis, encore une fois, en s'attaquant directement à la sécurité nationale chinoise, le risque d'un affrontement militaire s'intensifie. Bon, à part le pétrole, la Chine importe surtout des micropuces et des composants pour ses produits high-tech. Le problème, c'est pas tant que la Chine est l'usine du monde. À la rigueur, on peut atténuer le risque en réduisant nos dépendances à la production chinoise, comme on tente actuellement de réduire notre dépendance aux hydrocarbures russes. Le vrai risque, c'est que la Chine devienne une grande puissance technologique. Elle est déjà à plein d'égards. Elle construit ses propres avions, les COMAC, elle réalise ses propres missions d'exploration spatiale, elle possède une industrie de l'armement assez perfectionnée, elle est passée maître dans l'art de la domotique et de la surveillance de masse, mais elle reste très dépendante de l'étranger. Elle exporte beaucoup, mais elle importe aussi énormément de composants indispensables à son industrie high-tech. La Chine est aussi très dépendante pour tout ce qui touche au logiciel, à la conception et au design industriel. Elle a encore recours à la rétro-ingénierie et fait encore appel aux talents étrangers pour développer certaines de ses suites logicielles, même si de ce point de vue-là, elle a quasiment rattrapé son retard, voire carrément dépassé l'Occident. Et parmi ses fournisseurs, on compte surtout le Japon, la Corée du Sud, les États-Unis, Taïwan, l'Allemagne et d'autres pays occidentaux. Donc restreindre l'accès aux technologies de pointe pourrait porter un sacré coup aux ambitions du PCC sans pour autant mettre en péril le circuit économique mondial. La déstabilisation de l'industrie high-tech chinoise pourrait par exemple limiter ses capacités militaires. Et voici les raisons derrière la réorientation stratégique de la Maison-Blanche et les sanctions économiques mises en place par Biden qui visent spécifiquement le secteur financier et l'industrie de la tech chinoise.
Pour résumer, la Chine ne peut pas réellement être sanctionnée. Son rôle dans l'économie mondiale est trop important. Ce serait un cataclysme. Par contre, on peut faire en sorte de ralentir son développement en l'empêchant d'accéder aux technologies de pointe. Et en bonus, on assisterait à une relocalisation progressive des lignes de production de pas mal d'entreprises étrangères hors de Chine, ce qui à long terme pourrait t'aider dans notre quête d'autonomie industrielle et de minimisation du risque de dépendance. Évidemment, pour que ces mesures soient efficaces, il faudrait que ces sanctions aient des effets le plus rapidement possible. Mais en parallèle, les États-Unis et leurs alliés doivent aussi relancer leur propre industrie de la tech en investissant massivement dans la recherche et le développement, en attirant un maximum d'investissements et en favorisant la mobilité des cerveaux. C'était d'ailleurs l'une des raisons derrière la visite de Nancy Pelosi à Taïwan. En fait, le fondeur taïwanais TSMC avait annoncé en 2020 l'ouverture d'une usine de production estimée à 12 milliards de dollars en Arizona. Du coup, l'un des objectifs de cette visite, c'était de donner des gages en termes de sécurité au gouvernement taïwanais en échange de cette usine sur le territoire états-unien. En Arizona, les Taïwanais TSMC apportent sa technologie en échange de la protection états-unienne. Toutes ces manœuvres rentrent dans le cadre du CHIPS Act qui est entré en vigueur le 1er mars 2023 et pour lequel le gouvernement fédéral des USA a mobilisé 52 milliards de dollars. On vous rassure, l'Europe n'est pas en reste, elle a aussi présenté un projet pour un European CHIPS Act début février. Mais pour en revenir à la Chine, face à l'action européenne et surtout états-unienne pour la contrecarrer, elle tente le tout pour rattraper son retard. Semi-conducteurs. La Chine réplique aux États-Unis avec un plan de 140 milliards de dollars. La Chine, qui conteste les restrictions commerciales américaines à l'export devant, l'OMC réagit aux pressions des États-Unis et de ses alliés néerlandais et japonais avec un plan d'aide destiné à assurer son autosuffisance. Est-ce que ça suffira? À long terme, probablement. Mais pour l'heure, le pays doit composer avec le ralentissement de son économie. Les entreprises publiques chinoises ont un poids toujours plus important alors qu'elles sont moins innovantes que les entreprises privées. Et puis, le pays perd en attractivité pour les entreprises étrangères, surtout dans la tech. Donc en gros, c'est kiff-kiff. La stratégie occidentale pourrait marcher, même partiellement. Elle ne dissuade pas complètement les aspirations du PCC, mais elle pourrait bien limiter sa marge de manœuvre. Maintenant, à toi. Les USA vont-ils droit dans le mur? L'Occident devrait-il adopter des mesures encore plus coercitives? Comment Xi Jinping va-t-il s'en sortir? Dis-nous ce que t'en penses dans les commentaires et si t'as trouvé cette vidéo intéressante, lâche un like et abonne-toi. Xie xie et Mamanzhou.